on vous retrouve pour un nouvel épisode sur une vente qui s'est fait en moins de 15 jours. Dans cet épisode, on va vous raconter toutes les étapes d'un processus de vente en Norvège et comparer un peu avec ce qui se passe normalement en France, parce qu'on trouve ça hyper différent. On va vous raconter dans l'épisode comment on doit faire appel à un photographe professionnel, à une décoratrice d'intérieur, avoir des photos professionnelles, comment notre appartement est devenu quasiment flambant neuf en 15 jours, et aussi comment se passe, comme vous l'avez compris pour l'achat, le système d'enchères par SMS. On revient là-dessus aussi du côté vente, les processus officiels, qu'est-ce qui se passe avant les enchères et tous les tenants et les aboutissants de ce processus de vente en Norvège. Et là, une fois encore, on va parler de notre expérience qui, avec du recul, je me rends compte, a été une très bonne expérience, très stressante, certes, parce que très rapide, mais tout s'est bien passé pour nous, heureusement. Il y a d'autres cas où ça se passe malheureusement moins bien. Ce qui nous est arrivé, c'est pas forcément chaque vente qui se passe comme ça. On fera certainement peut-être un épisode où il y a des ventes qui se passent moins bien, malheureusement. Ça nous semblait hyper intéressant de revenir sur tous ces petits points qui sont très différents de la France et qui, pour nous ont quand même un peu surpris. Surprise, stressé, bousculé, dérangé. Ouais. Mais heureusement, au bout, comme Lucille dit, ça s'est bien passé. Donc, sans plus attendre, commençons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager cette semaine ? Alors, aujourd'hui, c'est pas vraiment une anecdote. En quoique, j'aimerais rebondir sur l'épisode numéro 6 de l'achat de la maison. On vous avait dit que pour nous, c'était hyper important de comprendre la vie qu'il y avait eu avec l'ancien propriétaire dans la maison. C'était important pour nous de se connaître l'histoire de la maison. Oui, qui voilà. avait vécu là. Est-ce qu'il y avait une famille ? Est-ce qu'il y avait des enfants ? Est-ce qu'il y avait eu de l'amour ? Enfin, on voulait quelque chose de positif. Et Oui, le propriétaire ? Parce qu'il faut dire que quand on visitait d'autres maisons, on avait eu l'occasion de croiser les propriétaires, ce qui est rarement le cas en Norvège. Et on leur avait dit, mais pourquoi vous déménagez ? Et elle nous avait dit, parce qu'on se sépare, mais on se sépare pas vraiment. Elle sentait que ça devait être un point important pour nous. Ouais. Et nous, on était là, non, des gens qui quittent la maison parce qu'ils divorcent, Mauvaise vibe. mauvaise vibe. Ouais. Mais là, l'ancien propriétaire nous dit qu'il a été heureux avec ça dans notre maison actuelle. Il nous dit Avec ses 2 grands-enfants, sa femme. C'était le seul propriétaire de cette maison qui avait été construite il y a 40 ans. Donc, on était vraiment aux anges. Ça a confirmé tous les voyants qui étaient au vert. Et en fait, quelques semaines après l'achat, on fait une visite avec lui pour savoir quels meubles on allait potentiellement récupérer et certains qu'on allait racheter. Et là, en fait, on comprend qu'il a acheté un nouvel appartement au bord de l'eau avec son amour de jeunesse. Donc, il a quitté sa femme au bout de, j'imagine, une quarantaine d'années au moins de vie en couple. Peut-être qu'il s'est fait quitter, on ne sait pas. Mais voilà, il est retourné vers un amour de jeunesse. Donc, c'est pas ce qu'on se souhaite. C'est un peu drôle d'avoir vraiment tous les voyants au vert et au final d'apprendre ça à la fin. de toute façon, on aimait déjà trop notre maison, mais c'est vrai, un peu le coup dur quand j'ai réalisé ça. Le rêve a eu une petite brisure, quoi. Il y a Je une vais faire petite fêlure. attention à tes amours de jeunesse. C'est clair, attention. Non, mais alors si on revient sur la vente de notre appartement, donc on avait un appartement dans le centre d'Oslo, près du jardin botanique qu'on adorait. Pourquoi on a voulu vendre ? Eh bien, on a fait, comme on a parlé dans l'épisode précédent sur l'achat, on a d'abord acheté la maison. Donc, on était très heureux. Mais ensuite, il faut la financer, cette maison. Et puis, il faut savoir aussi comment financer cet énorme emprunt sur la maison. Donc, la vente, nous, s'est présentée naturellement comme l'étape suivant l'achat. Ouais. Parce qu'il fallait assurer le financement, grosso modo. Donc, très vite, une fois qu'il y a eu l'achat, on était très contents, on a festoyé. Boum, il fallait penser à la vente. Ouais, je pense dès le lendemain, c'était ça y est. Toi, tu avais en plus déjà contacté des meglers, qui sont les agents immobiliers en Norvège, pour parfois faire évaluer l'appart, un peu comprendre le marché. Donc là, je me rappelle, tu t'étais rapidement remis en contact avec certains agents pour les rencontrer. Parce que du coup, la première étape pour la vente de l'appart, c'était de faire estimer son bien et choisir son megler, qui est l'agent immobilier. Et donc là, on a organisé des dates avec agents immobiliers qui nous ont fait certaines des estimations. Et aussi, je trouve que ce qui était important pour moi, une fois de plus, c'était la personne, tout simplement.
Beaucoup d'agents à Oslo, je trouve, en tout cas, peuvent être facilement bling-bling. Enfin, en tout cas, les hommes, je trouve. Parce qu'on a rencontré beaucoup d'hommes dans ce process. Et ça peut être la gomina dans les cheveux, la grosse montre, j'ai tout vécu, j'ai tout vu, je vais vous vendre ça, ça va être top. Et moi, c'était des approches qui me rebutaient un peu. J'ai toujours besoin, je dirais, plus d'un lien sincère, plus que quelque chose de superficiel ou trop en surface. Donc moi, j'étais pas très partant pour des méglaires bling-bling. Comment s'est fait le choix de notre méglaire ? Eh bien, on a choisi celui qui nous a vendu la maison. Ouais. Parce que déjà, ça s'était bien passé avec lui les premiers contacts. Je pense qu'il a été direct intéressé parce qu'il se doutait qu'on avait du coup un bien à vendre. Et dans la conversation, il a été très efficace parce que nous, on était déjà stressés. On lui disait, oh là là, on n'avait pas prévu d'acheter ni de vendre à cette période. C'était le début du mois de mai et en mai, on avait plein de voyages, notamment en France, qui étaient prévus. Oui, il y avait ça. Il y avait ensuite en été le Canada. Oui, on avait déjà notre agenda qui était assez rempli. Et du coup, direct, ça nous a stressés. On s'est dit, mais comment on va faire pour faire tout ce qu'il faut faire pour vendre un appart, sachant que aussi, cette timeline. Je me remets dans l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là. On nous avait toujours dit que la bonne période pour vendre, c'était printemps jusqu'à tout début été, mais qu'ensuite, si tu arrivais dans juillet, la Norvège est vide, et ça y est, août, tu as peut-être loupé le coche. Donc on savait qu'on avait aussi cette pression-là. Et pour des histoires, j'imagine peut-être qu'en France, c'est aussi assez similaire, mais pour les histoires d'école, les gens préfèrent déménager à cette période. Exactement. Donc les enfants commencent au mois d'août, car la rentrée en Norvège est au mois d'août, dans leur nouvelle école qui est près de la maison. Et en fait, lui, il nous a vachement rassurés parce qu'il a dit, vous partez en France dans 15 jours, c'est parfait, on peut faire un rétro-planning où on se dépêche de tout organiser. Et quand vous partez en France, c'est parfait. Comme ça, on peut faire les visites pendant ce temps-là, pendant que vous n'êtes pas là. Comme ça, l'appart reste impeccable. Et il n'y a pas Gisèle ou Alba qui peuvent mettre le bazar, dirons-nous. Ouais, il nous a rassurés direct en nous disant j'ai un bon photographe, j'ai une décoratrice d'intérieur avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et voici un peu... les commissions qu'on prend, le fonctionnement. Et donc, lui, je crois que c'était autour d'1% de la vente qu'il allait prendre en commission, il me semble. Ouais. Ce qui était pas la tranche haute ni la tranche basse. Il était, je dirais, dans le prix du marché cette année-là, en tout cas. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet des photos, de la préparation de l'annonce, etc., il y a quelque chose que tu dois faire quand tu vends un bien et qui est très norvégien, qui est le rapport technique, ou en norvégien le Tilstandrapport, qui est très technique, qui est obligatoire déjà, et qui protège le vendeur, mais aussi un peu l'acheteur au final, Bien parce sûr. que c'est un rapport sur ton bien. Donc, tu as quelqu'un qui est un professionnel qui vient dans ton appartement et qui l'analyse de fond en comble. le taxman, Le taxman. je rappelle. Il va analyser tout ton appart et en fait, il va mettre des notes. Alors, ça ne veut pas dire que si tu n'as que des mauvaises notes, tu ne peux pas le vendre. C'est juste pour prévenir l'acheteur dans quoi il met les pieds. Donc, si tu as une salle de bain qui va pas du tout, qui est à refaire, le taxman va mettre dans ton rapport salle de bain à refaire. Il va mettre toutes les choses qu'il peut voir. Et en général, ça te donne aussi une information sur l'horizon dans lequel tu dois le faire. Par exemple, des fenêtres qui ont plus de 30 ans, ça va ressortir, je crois, en note 3 ou une note rouge, je ne me souviens plus exactement, mais du coup, c'est censé te montrer rapidement, quand tu regardes le compte-rendu des notes rouges, peut-être la salle de bain est à refaire, peut-être les fenêtres. Toi, pendant la visite, tu peux te rendre compte, est-ce que l'état te convient actuel, mais ensuite planifier, ok, si cet appartement me coûte tant, combien je veux aussi prévoir dans les travaux. Donc, ça donne beaucoup de transparence. Ouais. Et du coup, toi, tu dois aussi dire au taxman, lui donner tous les papiers officiels. Ouais. Donc, si du bâtiment, de l'appartement. Si tu as fait des travaux et tout, tu dois lui donner tous les papiers. Et il va se servir de ça pour faire son rapport. Et c'est super bien parce que ce rapport se trouve dans toutes les annonces. Et je me rappelle, il y a aussi même, ça va vraiment dans le détail, où tu avais les émissions de Radun, je ne sais même pas comment on dit en français, qui sont très portées aussi sur les traces de moisissure, s'il y en a eu. Je pense parce que peut-être à la base, il y avait beaucoup de maisons en bois, il y en a toujours, mais en général, les fondations
sont en ciment maintenant, mais c'est toujours resté très présent en Norvège. Ils ont très peur, ils craignent vraiment la moisissure. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ils donnent beaucoup de visibilité sur ça pour qu'il y ait de la transparence entre vendeurs et acheteurs. On n'a jamais vendu de biens en France, mais il ne me semble pas qu'il y ait un rapport aussi formel et obligatoire dans le processus en France. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à entendre plutôt des histoires de vice caché, tout ce genre de choses. Qu'il faut retourner souvent. Souvent, c'est toi qui amènes un expert dans l'achat que tu veux faire pour vérifier. Donc, je trouve que c'est un peu plus rassurant d'avoir ce diagnostic fait par un professionnel. Mais je me rappelle, toi, ça t'a stressé. Hein, t'avais l'impression que c'était un contrôle. Oui, voilà, c'est ça. Une fois de plus, fallait que je sois le bon élève de la maison parce qu'on s'était mis d'accord avec le Mégler, donc avec l'agent, sur le prix de la maison d'ailleurs. En fonction un peu, il choisit des biens autour du quartier, les dernières ventes. On trouvait que pour un bien qui avait une cuisine refaite à neuf récemment, une salle de bain refaite à neuf récemment, ainsi que des dressings, donc il y avait eu quand même pas mal de boulot dans l'appartement, et le marché à ce moment-là était bon, on trouvait le prix de l'appartement qu'il avait choisi un peu bas. Et d'ailleurs, on l'avait un tout petit peu rehaussé, parce qu'on trouvait ça plus fair, quelque part. Mais donc, je me disais, si on se met d'accord à ce prix-là, il faut aussi quand même que le rapport suive, qui montre des bonnes notes, parce qu'il y a plein de choses qui sont neuves, en gros. Donc, le taxman, cette personne experte, arrive à la maison. J'étais dans tous mes états. Entre-temps, moi, j'avais même repeint des choses. Je voulais que tout soit nickel au maximum. Et je le vois qui débarque et qui pose des questions et qui me demande des documents, qui vient avec ses balles pour regarder la pente du sol de la salle de bain, la pente du salon, voir s'il y a des déviations. Et même, il y a une anecdote, le mec me dit, il va dans la salle de bain qui était vraiment petite, mais neuve. Et il me dit, je comprends, vous l'ayez refaite il y a moins d'1 an, mais... là, vous voyez, la pente, elle n'est pas assez suffisante. Et là, je me décompose. Les salles de bain en Norvège sont extrêmement chères. Et dans la foulée, j'ai appelé le plombier et l'artisan qui avait travaillé dessus. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, ça va malheureusement pas être une note verte sur cette fameuse pente de salle de bain, mais il y a l'écoulement suffisant parce que la salle de bain est toute petite et les carreaux permettent l'écoulement de l'eau comme il faut. Donc vous pouvez voir, d'ailleurs je vais vraiment dans les détails, mais vous pouvez voir combien j'ai été une fois de plus atteint par ça. Là j'ai perdu Lucie une nouvelle fois, mais... Non mais c'est pour montrer le level, le niveau de détail de ce genre de rapport. Et aussi parce qu'il faut dire que les Norvégiens achètent des biens souvent qui sont en bon état. C'est très rare qu'ils achètent des biens où il y a tout à refaire. Et entre deux biens, ils préféreront toujours celui qui a une salle de bain plus récente, une cuisine plus récente. Bon, à moins que ce soit vraiment des passionnés de refaire des appartements. La règle générale, quand tu regardes les annonces de biens sur le marché, en tout cas à Oslo, généralement les appartements sont très très bien. La moyenne, c'est que les gens en général n'ont pas envie de faire de travaux et donc ils préfèrent des biens complètement clés en main. Donc, une fois qu'on a eu ce rapport, au final, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de mauvaises notes. Il y a quand même ma pente de salle de bain qui n'était pas verte. Et puis, j'ai dû mettre la pression sur les artisans qui ne m'avaient pas donné tous les documents officiels dont on avait besoin pour la bâche de la salle de bain. Enfin, des trucs pas possibles. Petit conseil, il faut vraiment bien garder tous les papiers quand vous faites des travaux dans votre bien. Parce que pour la vente, c'est hyper important. Et surtout la salle de bain. C'est une pièce extrêmement importante. Comme je vous l'ai dit, ça coûte très, très cher. Et ces histoires de moisissure, d'isolation et tout, c'est hyper important, donc il faut tout documenter. Ouais, ils sont très à cheval là-dessus. Et d'ailleurs, souvent, dans les annonces, quand il y a une salle de bain qui vient d'être refaite, limite, ils le mettent dans le titre de l'annonce. Exactement. Salle de bain refaite en 2024. Donc là, on vous fait un déroulé un peu étape par étape d'une vente, mais en fait, dans le rétro-planning que nous avait fait l'agent, toutes ces étapes se sont fait vraiment... les unes par-dessus les autres presque. Donc tout s'est déroulé très rapidement. Il y avait des étapes qui allaient en parallèle, donc y compris celle qu'on va aborder maintenant, qui est la préparation de la vente. Comment ça se passe ? On a parlé tout à l'heure de photographe professionnel, de décoratrice d'intérieur, de préparation et de mise en ligne de l'annonce sur fin.no notamment. C'est un processus qui est très différent avec celui de la France, où tu peux trouver parfois des annonces de vente un peu toutes pourries. Quand on fait appel en tout cas maintenant à une agence où la norme, c'est d'aller plus peut-être vers le home staging, d'essayer d'aérer un petit peu, d'améliorer les photos,
Mais je pense que ça arrive encore beaucoup qu'une maison puisse être vendue avec des photos pas bien, avec beaucoup trop de choses dedans. Ça paraît plus normal. Oui, en France, c'est plus tu fais des photos de ta maison. Avec des culottes en train de sécher, des caleçons troués, et c'est OK, quoi. Oui, ouais. Alors qu'en Norvège, c'est vraiment, faut que ce soit un appartement qui est complètement dépersonnalisé. Quasiment, ouais. Est-ce que tu avais pas un peu l'impression qu'on allait limite tourner une pub, en fait? Ah, mais bien sûr. Bah déjà, avec un photographe et une décoratrice d'intérieur qui vient pour nous dire faut changer ça. Moi, je me suis dit, mais elle aurait dû venir quand on a acheté, Mais non, mais pas c'est au moment clair. de la vente. Mais ouais, et puis même moi, comme je vous disais, j'avais repeint des petits trucs et tout. En fait, l'appartement n'a jamais été aussi beau que pour les photos, pour la vente et pour les visites, même encore plus. Quand on a eu la visite de la décoratrice intérieure, est-ce que tu te rappelles un peu quels étaient les conseils et pourquoi nous, on avait bien accroché avec elle, et aussi ses conseils, mais qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Elle nous avait dit, je me rappelle d'elle être dans le salon et être super inspirée. Elle nous dit, This is organic home. Ouais. Une maison organique, en gros. Oui, quelque chose de très... Donc elle voulait, c'était chaleureux avec du bois, du clair, très scandinave au final. Ouais. Et elle nous dit, ah là, je vois bien du Grenner. Ouais, C'est quoi, le Grenner? en fait, ce sont, je pense, les bourgeons du printemps. Elle voulait partout, elle nous disait, dans la salle de bain, Grenner. Là, dans le salon, sur le meuble télé, Grenner. Donc, elle nous disait à chaque fois des branches avec des bourgeons. Et c'est vrai qu'au printemps, on en voit beaucoup en vente, en fait. Soit tu peux les ramasser toi-même, mais à ce moment-là, c'était difficile en vivant dans le centre. Mais c'est vraiment quelque chose de répandu en Norvège au printemps, de mettre ces fameuses branches avec les bourgeons, j'imagine, pour montrer le renouveau de la vie. Non, et puis, oui. Puis le fait qu'elle nous répétait ça tout le temps, c'était trop drôle parce qu'après, c'est resté, quoi. Dès qu'on voyait du Grenner dans la rue, on était là. Grenner. Faut en prendre. Non, c'est bon, on a vendu. Mais c'est vraiment. Faut dire aussi, rappeler la timeline de ce process. Oui. C'est-à-dire qu'on avait 2 semaines, je crois, entre le moment où on a contacté la décoratrice d'intérieur, qu'elle nous a dit tout ce qu'on devait changer dans l'appartement. Donc, ça veut dire aussi vider l'appartement. Voilà, parce que donc là, c'est quelque chose qu'elle nous a dit. Ouais. Elle nous a dit, ça part. Donc, ça a été une des premières problématiques. Comment faire disparaître certains meubles, certains un peu gros, comme un coffre de jardin sur la terrasse. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Heureusement, dans notre cas, il y avait comme l'équivalent un peu de notre appartement, mais en vide sous nous. Donc, on était en rez-de-chaussée. Il y avait cette espèce de cave en dessous dans laquelle on a pu entreposer le temps de ce process pas mal de meubles et d'affaires pour vider un maximum l'appartement et donner vraiment une visibilité sur un appartement impeccable et une terrasse aussi épurée. Mais je pense que pour certains, il faut peut-être louer, dans la plupart des cas, des locaux. Un garde-meuble. Ouais. Donc, elle nous dit, vous devez enlever tout ça. On se dit, OK. Et vous devez rajouter ça. Allez acheter. C'est vrai. Un fauteuil, allez acheter un tapis, allez acheter des objets de décoration. Et aussi une fameuse espèce de couette sur le lit, là, une couverture toute unie pour faire un... Parce que là, on va revenir sur un des aspects, It's a Bit Hotel. Elle nous a donné des conseils pour que notre lit et nos serviettes de salle de bain soient pliées, préparées et mises en scène comme si on était dans un hôtel. On s'est mis à la recherche de tous ces trucs. Et moi, je me rappelle Alban, premier de la classe, qui, quand même, quand on était dans un magasin, prenait en photo, lui envoyait en photo la photo en lui disant « Est-ce que ça pourrait bien marcher dans notre appartement? Est-ce que c'est le bon truc ?» et tout. Et trop mignonne, elle répondait et elle nous aidait trop. Mais Et attends, il y avait un énorme gate parce qu'on avait tout trouvé. À chaque fois, on réfléchissait bien sûr rapport qualité-prix. Et elle nous avait parlé de mettre, pour la visite et les photos, des hortensias roses. Sur la terrasse. Il fallait des hortensias sur la terrasse roses. Et dans la cuisine. Punaise, t'as tout oublié. Et pas moyen, dans tout Oslo, à ce moment-là, de trouver des hortensias roses. Je m'en rendais malade. Et j'espère qu'elle ne m'en veut toujours pas aujourd'hui. Nous avons pris des hortensias bleues. Je me suis fait un sang d'encre. Et je lui ai avoué mon crime. Et elle m'a dit, c'est OK. Oh là là, pour vous dire à quel point on se met dans du stress pour ces trucs. Et pour revenir sur le pliage des serviettes manière hôtel et le lit et les coussins, vous savez, où il faut taper au milieu pour qu'il y ait cette espèce de cassure esthétique, je peux vous dire qu'on l'a jamais refait comme ça, malheureusement. Hein. Déjà, on plie nos couettes, oui, parce que d'ailleurs, il faut préciser, dans les pays nordiques, dans un lit nuptial, si je puis dire, il y a toujours 2 couettes. Ouais.
Donc, C'est vrai que pour faire le lit, c'est moins joli qu'une seule couette. ouais, en général, on la replie sur elle-même. Donc, c'est pour ça qu'ils rajoutent par-dessus cette espèce de couverture qui vient rendre tout ça uni. Enfin, bref, on avait mesuré pour voir visuellement que cette couverture unie ne tombe pas trop sur le sol, que l'ourlet du lit soit bien fait, que les coussins soient bien gonflés, positionnés. Enfin, c'était tout un process. Les graines d'air partout dans la chambre, dans le salon. Quand on a réfléchi, c'était drôle, mais à ce moment-là, c'était stressant, toute cette checklist de choses à acheter et à mettre en place. Une fois qu'on a mis l'appartement, je dirais, aux normes de cette décoratrice d'intérieur, il fallait faire venir le photographe pour avoir des belles photos pour l'annonce. Aïe, aïe, Et ça a été aussi un autre moment assez stressant pour Alban. Parce que déjà, on stressait à propos du temps. La météo, oui. La météo, si c'était pas ensoleillé, sachant que c'est un rez-de-chaussée, on avait un peu peur. Mais finalement, la météo a été plutôt bonne. Je me rappelle un moment, on était dans la cour intérieure du bâtiment avec nos voisins dont on vous a parlé lors de l'achat, Christine et David. Et moi, j'étais là en transe. Mais là, il y a du soleil aujourd'hui. Peut-être qu'il faut demander au photographe s'il ne peut pas venir plus tôt parce que mercredi, c'est le jour des photos. Et il y aura peut-être des nuages et pas de soleil. Enfin, et ce qui est trop drôle, c'est que eux là viennent de vendre leur appartement, ils vont déménager et carrément changer de région. Et en fait, moi, j'apparaissais tout le temps pour l'hyper stresser, mais ils ont été dans le même stress, à se poser la même question, est-ce qu'ils devraient faire venir le photographe plus tôt. Bref, heureusement, on a eu du soleil le jour des photos, mais de toute façon, de manière générale, comme les photographes sont professionnels, ils vont toujours réussir à faire des photos qui ressortent très très bien. On avait même réquisitionné ton père pour que la terrasse soit impeccable. Il avait passé des heures à quatre pattes, avec un outil qui n'était pas du tout fait pour ça, pour passer une fois de plus entre les joints de tous les carreaux de la terrasse, enlever les mauvaises herbes, gratter la mousse au maximum. Enfin, ça a été un effort collectif dans le moindre détail. C'est clair. Donc, on a nos super photos. Franchement, on était contents du résultat. Ouais, c'était très bien passé et le soleil avait été inattendu et on a eu beaucoup de chance. Donc là, l'agent immobilier prépare l'annonce et la met en ligne la semaine d'après. Oui, et encore peut-être même le week-end. C'est vraiment jours très, après, très rapide. C'est très, très rapide. Et donc, une fois que l'annonce est en ligne, là, il y a quelque chose qui ne devrait pas exister. Tu peux suivre les stats de ton annonce. Donc, voir combien de gens ont cliqué, combien de gens ont téléchargé le rapport, ce qui veut dire qu'ils sont quand même pas mal intéressés. Combien de gens se sont peut-être déjà préinscrits à la visite. C'est ça, parce que sur l'annonce, donc, il y a les photos, il y a la description, il y a ce fameux rapport dont on parlait. Et dessus, il y a souvent une ou deux dates, comme on vous a expliqué pour l'achat, pour aller voir le bien, avec tout le monde à la même heure. On appelle ça les visionings. À ce moment-là, il fallait s'enregistrer pour participer à la visioning, même si on peut aussi... juste se pointer. Mais du coup, ça donne un peu une idée de si les gens ont l'air intéressés, s'il y a des gens qui comptent venir. Est-ce que ton annonce fait un peu le buzz, quoi? Est-ce qu'il y a de l'intérêt ou pas? Est-ce que ça commence à... Sachant que la visite est la semaine d'après. Donc, t'as pas beaucoup de temps pour faire le marketing de ton annonce. Et puis ça aussi, comme tu dis, je vais rebondir là-dessus, on est français en Norvège. Donc, c'est pas comme si on avait un réseau de fous qui pourraient être intéressés par notre appart. À notre niveau, c'est très difficile de relayer l'annonce à des gens qui peuvent être intéressés, à part nos quelques amis présents qui, peut-être eux aussi dans leur réseau, quelques personnes qui pourraient être intéressées. Mais on l'avait quand même fait sur notre Facebook ou quoi, j'imagine. Mais bon, on s'en remettait complètement à cette annonce sur ce fameux site qui est l'équivalent du Bon Coin norvégien qui s'appelle Finn.no. Et d'ailleurs, j'ai récemment vu une de leurs pubs dans la rue qui disait que je crois que chaque seconde, il y a peut-être 20 annonces qui sont publiées sur Finn ou alors toutes les 10 secondes. Enfin, c'est vraiment incroyable la cadence des publications de nouvelles annonces immobilières en Norvège. Mais du coup, avec ces statistiques, oh là 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 là. Mon chat, tu me faisais un update toutes les 15 minutes. C'est pas bon. C'est pas bon. Regarder les chiffres, c'est jamais une bonne chose. Alors oui, on parle toujours KPIs au boulot, toujours stats, toujours les chiffres, tout ça. Mais ça rend un peu barge parce que tu te dis, de toute façon, tu peux pas accélérer le temps. Et même si la vente allait se faire dans une semaine, les chiffres te donnent peut-être, sont censés te rassurer, mais moi, c'était complètement l'opposé, en fait. J'arrivais pas à me rassurer avec les chiffres. Ouais. J'essayais de pas regarder, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je regarde, quoi. Ouais, ça peut te donner une indication, mais c'est vrai que tu n'as aucune marge de manœuvre. Même si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont inscrits, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, c'est pas dans ton contrôle, malheureusement. Voilà. Et puis en plus, moi, j'ai essayé de me rassurer en me disant, s'il y en a qu'un qui est inscrit, mais qui veut vraiment
acheter, il suffit d'un. Exactement. Et puis tu peux peut-être en avoir 20 qui s'inscrivent et puis aucun qui sont vraiment motivés. Donc ça te dit des choses sans te dire vraiment ce qui peut se passer. Donc pour moi, c'était plus de stress de suivre les stats que quelque chose qui m'aidait. Il me semble que dans notre cas, il y avait peut-être avant les visites officielles, en tout cas avant la première visite officielle, je dirais peut-être une douzaine de personnes qui étaient inscrites, ce qui était bien, sans être vraiment incroyable non plus. Ouais. Mais ça nous mettait relativement en confiance. Et c'est important de le comprendre pour la suite des événements. Une fois qu'il y a les visites qui vont arriver, nous, on part de Norvège le week-end d'avant. Mes parents restent là pendant les visites, mais du coup, il faut qu'ils déménagent parce que l'appartement doit être impeccable avec le lit en mode Hôtel. Et donc, ils vont chez nos fameux copains / voisins, Christine et David. Donc, ils vont juste au dernier étage de notre immeuble, Oui, tout en haut. chez eux, parce que eux étaient en road trip aussi pendant cette période. Donc, ils n'étaient pas là. Et c'était super bien parce que même si on n'était pas là, on avait des yeux sur place. Des yeux et des mains. Parce qu'il faut aussi, je ne sais plus si on en a parlé dans l'épisode précédent, préciser que pendant la visite, c'est aussi tout un délire. Une fois de plus, le bien est tiré à 4 épingles, tout est magnifique. Mais en plus de ça, il y a les fleurs fraîches qui vont bien. Parfois, il y a des petits bonbons, des pains au chocolat posés dans la cuisine. Et nous, on avait eu l'idée, qu'on avait déjà vu d'ailleurs, de mettre des fraises dans un saladier sur la terrasse, des lunettes posées sur le banc, sur la terrasse. Et je crois que ça, on l'avait jamais vu. Mais on avait fait la commande spéciale à tes parents d'acheter du jus de fruits, jus d'orange, et de servir des verres de jus d'orange sur la terrasse pour vraiment être à fond dans la mise en Pour scène. que les gens aient une bonne expérience aussi. C'est clair. Et du coup, nous, on n'était plus là, mais eux, ils avaient des petites missions le jour même. Donc, aller mettre le jus d'orange, les fraises. Enfin, ils avaient plein de petites Arroser missions. les hortensias, les fameux hortensias bleus. Ouais. Une fois de plus, mon père a pris son rôle à cœur. Il a même nettoyé la rue. N'importe quel petit papier qui traînait ou quelque chose, il a vraiment mis toutes les chances de notre côté. Ce qui est bien dans ce genre de process, c'est de s'entourer de premiers de la classe et de gens qui ont certainement peut-être quelques tocs à régler, mais c'était mon cas. Et là aussi, le fait qu'il ait peut-être ça, c'était top parce qu'il nous a rendu l'appart nickel et la rue nickel. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant qu'il y a les visites? Où on est? Dans quel état d'esprit on est? Alors, je m'étais fait, comme d'habitude, encore embarquer dans un plan que je n'avais pas du tout décidé. On était à un week-end bliss. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, on était parti à La Rochelle. C'était, je crois, le premier week-end où on se réunissait avec, pour la faire courte, un groupe de mamans. Dont les bébés étaient tous nés en décembre 2021. On a été mis en contact grâce à un podcast, Bliss Stories. Et Long live the fucking bliss. Big up à elles. Elles ont fait partie du processus. Ah non, c'est clair. Vous allez voir à la fin. Mais du coup, on était avec toutes ces autres familles, tous ces enfants. On était un groupe de combien à peu près? Je crois qu'on était franchement entre 30 et 40. Ouais. Entre parents et enfants confondus, oui. Là, je comptais que les adultes, je crois. Hein. Ah ouais? Parce que, nous, on est 15 filles, donc... De toute façon, je vous dis, le bliss, c'est la mafia. Il y en a toujours plus que ce qu'on pense. Donc d'un côté, c'était hyper bien parce que ça nous changeait les idées. On arrivait à penser à autre chose. Mais quand l'heure de la visite fatidique est arrivée, je me rappelle qu'on s'est... un peu isolé. Bon, je pense pas que c'était fait exprès, mais au final... On retournait, on marchait vers l'hôtel. On venait du centre de La Rochelle et on marchait vers l'hôtel. Et on était tous les trois. Il me semble que Gisèle dormait dans sa poussette. Ouais. Et là, nous deux... On n'en menait pas large. On était là. Là, les gens, ils sont chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'on pouvait suivre en direct combien de gens, en gros, rentraient dans l'appart et combien d'inscrits venaient en réalité. Voilà. Mais terrible, une fois de plus. Ils sont fous de faire ça. Donc là, stress au max. En même temps, je crois qu'on a mes parents au téléphone qui, eux, espionnent depuis leur balcon et qui nous disent « Oui, il y a quelques personnes, ils sont en train de regarder, là, ils visitent le jardin intérieur, etc. etc. » Donc là, on se dit, en fait, c'est maintenant que les coups de cœur se passent ou se passent pas. Donc, on est super stressés.
On arrive à l'hôtel et là, le Megler, donc l'agent immobilier, appelle Alban. Moment Et qu'est-ce qu'il te solennel. dit ? Il me dit, donc je le sens assez confiant, il me dit, bon, au final, en gros, 8 personnes sont venues, sachant que moi, j'avais aussi missionné une amie à nous qui était allée juste regarder et essayer de montrer qu'elle avait vachement de l'intérêt pour mettre un petit coup de pression, comme on a parlé dans l'épisode de l'achat. Et donc 8 personnes, dont des couples, sont venus. Il me dit, bon, c'est moins que ceux qui s'étaient inscrits. Il faisait très beau ce jour-là, ce qui peut jouer des tours quelque part, parce que soit il fait très beau, les gens ont envie d'aller en visite, soit il fait très beau, et les gens ont plutôt envie d'aller manger À des la saucisses plage. dehors ou aller à la plage. Donc voilà, 8 personnes comparé à 12. Mais il était confiant. Je me suis dit, oula, est-ce qu'il me sort un truc d'agent immobilier ? Moi, j'aurais préféré quand même de la masse, on va dire, plus de gens déjà à la base pour être sûr qu'il y ait du coup de cœur. Il me dit, non, mais j'ai quand même discuté à la fin avec... je pense qu'il y a 2 couples bien intéressés au moins. C'était pas énorme, mais je suis confiant. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ta confiance ? Alors moi, je peux vous dire que j'étais pas au téléphone, donc j'entendais pas ce qu'il disait. Et que quand je demande à Alban, alors, il me dit pas du tout, il est confiant. Il raccroche et là, il va s'asseoir contre un mur et il met la tête dans ses bras en me disant, on ne va pas vendre. Ouais, je dis... bon, je pense que Non, j'ai mais quand même quel fini... drama queen c'est pas Je possible. pense que j'ai quand même fini par te dire les infos pertinentes de cette conversation. Mais c'est vrai que direct, on s'est mis en mode... Mon chat, je sais plus ce que tu m'as dit exactement, mais moi, essayant de garder le cap positif, je te dis direct, mon chat, si c'est pas pour cette semaine la vente, c'est pas grave, on le vendra la semaine Non, prochaine. mais voilà, c'est vrai que tu me dis... Parce que il faut dire que donc là, il y avait la Première visite. visite. Première visite. Première visite, il y en Ouais. avait 2 au final. Ouais, on en avait organisé 2. Donc il y avait une autre visite le lendemain Ou le surlendemain. ou le surlendemain, et le bidding, donc les enchères, commençaient après cette deuxième visite. Donc moi, je lui dis, si jamais il n'y a pas de vente cette semaine, on refait des visites la semaine prochaine. Et tu m'avais même dit, peut- au pire, on fait une action sur le prix. oui, Et ça va vite partir, c'est sûr. oui, voilà, et on vendra la semaine prochaine. Enfin, c'est vrai que nous, je vous dis, ce process est tellement stressant, il doit être tellement rapide qu'on on allait se faire un monde si on ne le vendait pas cette semaine, alors qu'en soi, si on le vendait une semaine après, c'est pas la fin du monde. Sur un appart comme ça, une fois de plus, qui est un produit, on va dire, hyper intéressant pour des primo-accédants, si ça partait pas tout de suite, pour moi, ça allait envoyer les fameux mauvais signaux dont on parlait. Oui. Sur Oslo, un appartement comme ça, entre 5, à partir de même pas entre 40 mètres carrés ou même plus petit et jusqu'à 60, 70, ce sont généralement des appartements qui partent très vite. Oui, ouais. Donc, quand tu vois qu'il commence à faire plusieurs semaines qu'il est en ligne, tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a que j'ai loupé. Donc, moi, j'essaye de te remonter le moral comme je peux en essayant de me dire ça va le faire. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Et toi, t'as du mal, hein ? Ouais, j'ai du mal, mais en fait, j'ai pas du mal pendant bien longtemps. Non, parce que Une demi-heure après, on reçoit un nouvel appel de l'agent. Et là, l'agent me rappelle et il me dit, en fait, je vous avais dit qu'il y avait 2 couples intéressés, il y en a un qui me rappelle, ils sont prêts à placer une offre si vous l'êtes. Et donc là, je tombe des nues parce qu'on passe de ok, j'espère qu'à la deuxième visite, il y aura peut-être plus de monde et qu'il y aura assez de gens intéressés pour faire une offre pendant les enchères officielles qui avaient lieu le mardi. Et là, il me dit, en fait, il nous remet dans le contexte qu'on a connu nous pendant l'achat. Il nous dit, des gens sont prêts à acheter comme vous l'avez fait avant les enchères officielles. Et donc là, bon, moi, méga sourire. Et il me dit, je suis confiant sur leur offre. Je leur ai bien expliqué que vous attendiez un bon prix sur votre appart que vous aimez, que vous avez remis à neuf et tout ça. oui, je crois qu'il voulait nous faire une offre au prix, d'ailleurs. On ne savait pas encore. On savait pas ? On savait pas encore. Et en fait, on en discute rapidement. Et ensuite, je pense que je le rappelle une nouvelle fois l'agent. Et je lui dis, oui, ça s'est bien passé avec nous dans le cadre de l'achat. On est OK de faire un processus de vente avant enchère officielle. Et il me conseille, je pense à ce moment-là, de parler directement à ce couple très intéressé. Et une fois de plus, pour nous, ce qui n'est pas du tout même la norme en Norvège, on aime échanger, en fait, avec ça nous semblait aussi important d'échanger avec les futurs propriétaires de cet appartement. On couche Gisèle, toujours à La Rochelle, entourée du Bliss, et on appelle ce fameux couple.
Et donc on parle, ils nous expliquent un peu leur coup de cœur, un peu leur petite histoire. Donc nous, ça nous fait trop plaisir. J'en entendais pas moins quelque part, j'ai envie de dire, mais bon, s'il m'avait dit ouais, vite fait, là, ça me plaît. Bon, donc on s'attend à ce qu'ils nous disent quelque chose comme ça, mais ça fait quand même toujours plaisir. Et moi, ça nous fait plaisir, et je pense que toi aussi, de commencer à créer un minimum de liens avec eux. Et ils te confirment qu'ils veulent l'acheter au prix. Exactement. Ils avaient quelques questions, notamment sur la pente de la salle de bain. Donc, heureusement que j'étais calé sur le truc. Donc, entourez-vous de gens pointilleux. Parfois, ça aide. Hein, Lucie Martelet? Et donc, Moi, je leur aurais dit, mais la pente, mais ça va très bien, la pente, tout va bien. Et il y avait aussi une question sur la hotte. Bon, tout ça, Lucie, ça lui passe par-dessus, bien sûr. Et donc, je les rassure sur ces 2 points. Et ils me disent, bon, bah, on va placer une offre. Et là, je ne sais plus exactement, ça passe directement par nous? Je crois il me semble que c'est soit avant, soit après cet appel que l'agent te conseille. Ah oui, parce que vu qu'on est en dehors du process officiel, l'agent est payé à rien faire. Il ne lève plus le petit doigt. Bon, il nous donne des conseils, mais il n'a pas le droit d'agir. De gérer les offres. Gérer les offres. Ouais. Ça doit être géré par nous. Donc, il te conseille, à votre place, j'appellerai ceux qui ont fait la visite pour les informer qu'il y a une offre qui est en cours et que vous la considérez fortement avant les enchères officielles. Donc toi, je me rappelle, on est au resto et là, on a tous les numéros des personnes qui ont visité l'appartement. Et je me rappelle on avait un petit carton végétarien sur notre assiette. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on utilise ça derrière pour écrire tous les numéros, les prénoms et les numéros des gens. Des gens. Et là, après le dîner, tu commences à appeler. Mais attends, mais je pense que même à ce moment-là, dans notre tête, comme tu dis, l'offre qu'ils allaient nous faire, ce fameux couple qu'on a appelé, était au prix. Donc, dans notre tête, c'était bon. On avait vendu l'appart. Ah, donc, on était déjà passé du tout au tout. Moi, j'étais ça, une nouvelle personne. J'étais en transe. Tout allait bien. Bien sûr. Là, pour nous, il nous dit ça et on se dit, on se doit de le faire par respect pour les gens. Mais pour nous, ça y est, on vend à ce couple au prix. Tu les appelles pour leur dire, je me rappelle dans ton discours, c'est vraiment, je vous tiens au courant qu'il y a une offre, on la considère. Mais non, mais il faut rappeler, là, tu sautes les étapes. L'offre qu'on a eue du fameux couple, elle était au-dessus du prix. Ah bon? Oui. Donc déjà, comme avait essayé de forcer un peu l'agent, ils avaient compris qu'on était sensible à l'offre qu'ils feraient et ils l'ont direct mis au-dessus du prix. Donc c'était pour nous, mais inespéré. Parce que comme on vous l'a dit plus tôt dans l'épisode, on trouvait que le prix de vente de l'appart était un petit peu bas. Et donc, le fait qu'ils le revalorisent, je crois peut-être à ce moment-là, en gros à 20 000 euros au-dessus, c'était énorme pour nous. On était rassurés, tout était plié. Et maintenant, la dernière chose qu'on allait faire, c'était prévenir les autres par respect. Mais on savait que peut-être ça pouvait déclencher d'autres offres, comme ça avait été notre cas lors de l'achat de la maison. Donc, je prends cette fameuse carte et je commence par appeler les gens un à un. Et rapidement, il y a une fille qui répond au téléphone. Je lui dis, il y a une offre. Elle me dit, combien? Je peux payer plus. Et donc là, je me dis, oh punaise, elle a une mallette avec elle, quoi. Sachant qu'on ne se voit pas, on n'est que par téléphone. Nous, on est en France, elle est en Norvège. Et donc, je lui dis, je ne sais plus exactement à combien on était à ce moment-là, mais je pense l'équivalent peut-être de 5,4 qui était déjà au-dessus du prix, il me semble, quelque chose comme ça. Et elle me dit, OK, je vérifie, je vous fais une nouvelle offre. Parce que les offres se font par SMS, donc elle ne me dit rien par oral. Et elle raccroche. Donc elle, déjà, on se dit, oula, elle est partante, donc le prix risque d'augmenter, ce qui est une bonne chose pour nous. Je contacte d'autres personnes, certains ne répondent pas, et je reçois entre-temps l'offre de cette fameuse fille qui était encore au-dessus. Je ne sais plus de combien elle renchérit, peut-être 10 000 euros, peut-être plus à ce moment-là. Et nous, on commence à être super contents, et la soirée continue d'avancer de plus en plus. 20 heures passent, l'autre couple, je les préviens, il y a eu une nouvelle offre à temps. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Ils renchérissent. Je réécris, ou je rappelle plutôt la fille. L'autre couple a mis une offre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je renchéris. Donc à chaque fois, je joue normalement le rôle que l'agent prend lors des enchères officielles. Je suis l'intermédiaire entre... Ouais, puis à chaque fois, nous, dès qu'il y en a un qui nous dit je mets plus, mais exaltation. Trop content, mais on commence aussi à se sentir... Je dis à mon groupe de copines. Ouais, c'est ça. Tout le monde est limite à nous dire allez-y, c'est trop bien, mais c'était irréel. Tu passes de l'entrée, une offre, boum, tu rappelles, tu passes au plat chaud, une autre offre, ça monte, tu passes au dessert, oh là là, ça monte encore. Ensuite, on est allé boire des verres et faire un peu des jeux, et ça continuait. Moi, j'ai commencé à avoir les yeux écarquillés.
Et au final, ça n'a pas arrêté de monter. Et entre-temps, j'appelais aussi parfois l'agent pour bien comprendre comment faire ça bien, parce que j'avais besoin de conseils. Et ce qui était trop drôle, c'est que je l'ai appelé à 22h passées, je pense, la dernière fois. Et là, j'entends une toute petite voix. En plus, il venait d'être papa pour la deuxième fois. Il me dit non, vraiment, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pour qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Et donc, moi, à chaque fois, je lui expliquais, ben là, il s'est passé ça, ils m'ont dit ça, et qu'est-ce que je réponds un peu et tout. Bref, tout ça pour se dire, le prix a vraiment grimpé parce qu'au final, l'appartement est parti 60 000 € au-dessus du prix demandé à la base. Mais c'était pas tout. Parce qu'on avait eu une dernière offre plus haute de cette fameuse fille qui avait dit j'ai plus d'argent, je peux placer une nouvelle offre, de 2 000 € au-dessus de l'autre couple. Et moi, pour qui le lien humain est important, je pouvais pas m'enlever de la tête cet autre couple. Ouais. Parce que pour moi, c'était les nouveaux nous dans cet appartement. Oui, et puis c'était grâce à eux que ça avait commencé. Exactement, c'était exactement ce que je t'avais dit, c'est vrai. C'est grâce à eux, grâce à leur intérêt, que l'appartement avait pris comme ça de la valeur instantanée. Et j'avais quelque part envie de leur rendre. Et donc, je fais quelque chose, mais je pense d'inouï, qui choque certainement les Norvégiens. J'appelle la personne qui a mis la dernière offre 2 000 € au-dessus de l'autre couple et je lui dis la vérité. Tu as placé une offre 2 000 € au-dessus des autres. Si tu fais une offre légèrement plus au-dessus, en gros, l'argent aura plus d'importance, mais pour 2 000 € l'aspect humain est prépondérant, et donc je te laisse faire le choix. Je te donne les informations telles qu'elles sont, je suis complètement transparent. Si tu décides de faire une nouvelle offre un peu au-dessus, l'appartement est à toi. Sinon, comme on est dans un processus avant les enchères officielles, j'ai le choix de choisir l'offre et je choisirai ce couple. Donc là, on était, je pense, à 11h30 passées. Elle me rappelle, elle me dit merci beaucoup pour ta transparence. Je crois beaucoup dans le destin. Et si vous avez une préférence pour ce couple, c'est que cet appartement est certainement pas pour moi. Et donc, je vous laisse vous tourner vers ce couple et confirmer leur offre. Et donc, entre la dernière offre du couple et cet appel avec cette personne, qui au final, nous avons joué la transparence, elle a joué la transparence aussi, et je trouve ça hyper honnête comme process. L'autre couple s'est retrouvé à attendre peut-être pendant plus d'une demi-heure en pensant que leur offre était périmée, parce qu'à chaque fois, ils se tiraient à coups de SMS et des périodes très courtes pour que les autres puissent renchérir. Et donc, je les appelle, je les sens tout penauds au téléphone, pensant que leur offre est expirée. En fait, je leur dis surtout parce qu'il y a une offre au-dessus. Et qu'il y avait une offre au-dessus. Je leur dis voilà, en fait, l'appartement est à vous. Et eux, en fait, ils répondent direct dans la foulée non, mais on comprend. Quoi? L'appartement est à nous? Et donc, en fait, ils n'ont pas du tout compris. Je pense aussi qu'ils n'étaient pas familiers avec le processus tel qu'il l'était avant des enchères officielles. Et d'un seul coup, oh là là, mais on est trop contents, mais c'est incroyable, mais comment ça se fait? Il y avait une offre dessus. Et donc, là aussi, je leur explique que c'est grâce un peu à vous que tout ça a commencé quelque part. C'est important cet échange qu'on a eu au tout début. Et du coup, on a envie que cet appartement vous revienne. Et donc, c'est comme ça que s'est fait l'histoire de la vente. Et ensuite, on a directement fêté ça avec tous les parents qui étaient encore debout. Et on s'est couché complètement trop heureux, une histoire folle. Donc, c'était incroyable. Ouais. Et du coup, on avait vendu en 15 jours, quoi. Ouais, entre depuis l'achat, rencontrer l'agent, rencontrer la décoratrice, le fameux taxman, l'expert qui fait le rapport, le photographe, tout sortir, tout faire, acheter, ranger, nettoyer. Enfin, c'était incroyable, hyper stressant. C'était à toute allure, mais c'était incroyable de sentir ce travail récompensé et puis de voir en fait que quelqu'un te dise que cet appartement avait créé un coup de cœur chez eux. C'était énorme d'avoir ça, je trouve. Ouais, ça nous a fait vraiment plaisir parce que on l'avait un peu pas mal remis à notre goût, donc c'était trop cool comme sentiment. Et vite fait, je me rappelle aussi quand je l'ai confirmé ensuite au banquier qui lui allait travailler sur ce fameux emprunt relais qui est très cher en Norvège. Donc je lui écris par email, voilà, ça a été vendu 60 000 € dessus. Et le mec me répond, what? It's amazing! Donc il me dit quoi? Mais c'est un truc de fou, 60 000 € pour un bien de cette valeur-là à la base, c'est incroyable, félicitations. Donc c'était trop drôle, big up à ce fameux banquier qui nous avait répondu le fameux soir de l'achat. Voilà, donc là, une fois de plus, c'était trop drôle de lui montrer les dessous de la vente. On se couche aux anges, on est trop content, hyper soulagé et tout. Et le matin, on se lève et là, moment trop sympa, c'est de pouvoir l'annoncer à mes parents qui étaient en plein dans le processus. Donc je me rappelle, on les appelle et on leur dit qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle.
Là aussi, on les prend au réveil. Alors, autant l'agent la veille, je le prenais au coucher, on va dire, le pauvre avait une petite voix. Et là, je me rappelle aussi, Tamir, allô. On leur dit, la mauvaise, c'est qu'ils doivent quitter l'appartement. De David et Christine. Et la bonne, c'est qu'on a vendu l'appart. Donc, voilà, ils étaient trop contents parce que ils avaient suivi tout le process. Ouais, et puis ils nous avaient pas mal aidés. Donc. Leurs efforts étaient aussi récompensés. C'est clair, c'est grâce au petit pain au chocolat mis sur la table, au jus de fruits. C'est grâce à tout ça. Donc le matin même, l'agent qui s'était réveillé, le pauvre, me dit « Est-ce que vous avez eu la confirmation de la vente par écrit ?» Je pense qu'il n'avait toujours pas les yeux en face des trous, parce que je lui avais déjà envoyé un screenshot du SMS qui faisait foi en fait. Comme on l'a expliqué, quand c'est dans une enchère officielle, c'est pareil. Le SMS fait foi, il n'y a pas d'histoire de période de rétractation. Ça y est, ce couple était engagé, ils étaient en fait déjà pré-officiellement les propriétaires de notre appartement. Et nous, ça nous permettait d'enclencher toutes les démarches administratives pour gérer les questions d'emprunt et de date aussi à laquelle il y allait avoir la remise des clés pour les nouveaux propriétaires. À ce moment-là, on est au mois de mai et on se met d'accord pour remettre les clés au mois d'août parce que nous, on devait récupérer les clés de la maison aussi au mois d'août. Est-ce que c'était au retour de notre road trip au Canada ? C'est ça, c'était juste Début après août, ouais. On avait, pendant le déménagement. Et l'autre fait aussi intéressant qu'on peut mentionner, c'est que la remise des clés est organisée directement par l'agent. Il n'y a pas d'histoire de notaire. Ça se passe en fait Nous, on a pris nos clés dans la maison qu'on avait achetée et les futurs propriétaires de notre appart venaient chercher les clés dans notre ancien appartement directement. Voilà. Et chose incroyable, c'est que ce Megler là, cet agent qui déjà n'avait pas bossé parce que ça se faisait comme ça, il n'avait pas le droit vraiment lors des enchères. Il n'était pas là pour la remise des clés à notre appart. Du coup, on avait juste un petit formulaire sur notre téléphone avec un QR code et des questions auxquelles il fallait répondre avec le couple nouveau propriétaire. Et c'est comme ça que s'est fait la remise des clés, tout bêtement, quoi. Juste, on leur a donné les clés. Le jour même, on a fait venir quelqu'un pour faire un énorme ménage parce qu'il faut que tu rendes l'appartement nickel. Ouais, là, c'est vraiment... on parle de limite... lessiver les placards. Les tuyauteries, les murs. Enfin, ça, c'est vraiment un gros travail. Ouais. Voilà, donc quelque chose qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Mais bien sûr, on a décidé, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était à cause de cette fameuse histoire d'emprunt relais. On a réussi à se mettre d'accord avec les propriétaires, les nouveaux, de faire leur remise des clés un peu plus tôt. Et donc, ça s'est fait le jour de ce fameux ménage. Normalement, il y avait un jour en plus. Chaque jour coûtait très cher, en fait. Et du coup, on arrive, nous, dans notre ancien appart. La femme de ménage venait de partir et limite, c'était pas complètement sec. Et les nouveaux propriétaires allaient arriver. Ça sentait encore vraiment le ménage. On était encore un peu sous le coup du stress pour le moindre détail. Mais au final, ils arrivent, on leur donne les clés et on leur montre l'appartement. Nous, c'est un peu... c'est la dernière fois où on est dans cet appartement qu'on est un peu ému. Ouais, je pense que ça allait. Moi, je voyais ça comme vraiment l'aspect administratif. Je m'étais fait les déménagements, les emménagements, les allers-retours. Là aussi, on vivait maintenant déjà plus loin, donc on a dû se prendre tout le métro et tout. T'avais envie de clôturer, toi. Ouais, c'était une fois de plus une source de stress, cette histoire de ménage, de jusqu'au bout, est-ce que tout va être bien pour eux et tout. Donc, j'étais content quand même, j'étais content de partir quelque part. Toi, je crois que c'était différent. J'étais un peu plus émotionnelle. Je me rappelle... Quand on leur montrait déjà, je sentais les larmes monter, de me dire, punaise, c'est la dernière fois là que je vais dans la cave. Même là, je m'étais dit, c'est là où j'allais chercher les croquettes d'Alba. Oui, et puis en plus, on a bien accroché avec eux. Ça avait été le cas par téléphone. Là, on rencontrait les personnes qu'on avait eues par téléphone, avec qui on avait un espèce de lien déjà qui s'était créé. Ouais. Et donc, on avait un peu... on leur disait, ben voilà, dans l'appart, c'est ça qu'on faisait. Ici, vous pourrez peut-être dans le futur faire ça. Enfin... Ouais. Et là, je me rappelle, on arrive dans la cuisine, donc c'est vraiment la fin. Et... elle pose une question qui... qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah non, attends, d'abord, on leur dit un peu qu'est-ce qui vous a vraiment fait basculer en gros sur cet appart. Et eux nous disent, c'était la salle de bain. C'était une des seules offres à ce moment-là dans le quartier à ce prix-là qui mentionnait une salle de bain neuve. Donc comme quoi, nous, on était tout le temps, enfin en tout cas moi, je remettais tout le temps en question notre appartement, je voyais tous les défauts, ce qui n'allait pas, ce qui peut-être allait ne pas conclure la vente, alors que eux, bien sûr, avaient vu quelque chose que moi, je prenais pour acquis. Et en fait, ils étaient très heureux de cette fameuse salle de bain qui avait été refaite. Donc, on échange un petit peu comme ça, informel. Et ensuite,
elle nous pose la question, qu'est-ce que ça vous fait de quitter l'appartement? Vous avez été heureux ici? Là, je m'effondre en larmes. Je suis hyper. Elle est hyper désolée. Elle me dit tout de suite, je suis désolée, je voulais pas provoquer ça. J'avais envie de lui dire non, mais depuis tout à l'heure, en fait, Je retiens à fond et tout. Et en fait, là, je lui dis mais oui, on a été tellement heureux. C'est hyper dur pour moi là de le quitter. On avait eu Alba, on avait eu notre première fille dans cet appartement. Donc c'est sûr, c'était rempli d'émotions et de souvenirs. Bon, il faut dire que là, je venais aussi de tomber enceinte. Il y avait peut-être les hormones qui jouaient un peu. Peut-être. Mais remarquez quand même qu'elle n'a pas mentionné les débuts et la toute petite enfance de notre fille aînée. Elle a mentionné les croquettes de la chienne dans la cave quand même, donc ça en dit long. Je dis ça, je dis rien. Tirez vos propres conclusions. Au final, Alba a peut-être vécu plus longtemps dans cet appartement et en que plus, Gisèle. Elle se justifie, donc voilà, elle continue. Bref. C'était super chouette. On est rentré dans notre nouvelle maison en se disant c'est une page qui se tourne. Et puis heureusement, ça s'est très bien passé. On a eu notre bonne étoile. On sait que c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Et on sait que c'est pas forcément tout le temps le cas. Et que ça peut être très stressant, très coûteux. Et ça peut mettre des gens dans la galère, hein, parce que ces histoires, comme on vous a dit, d'emprunt relais, de devoir baisser son prix, c'est un équilibre financier qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps. Donc ça peut être très délicat. Avant de clôturer cet épisode, je voulais te demander si on devait vendre à nouveau, ce que je n'espère pas. J'espère rester dans cette maison toute ma vie, tellement ce processus était stressant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais comme on l'a fait, là, comme on vient de le citer, ou tu ferais différemment? Ça, c'est un peu la question, parce que moi, j'ai trouvé ça très stressant d'acheter avant de vendre. Et donc, je me suis dit juste après, si on doit repartir dans un truc comme ça, je voudrais vendre. Au moins, tu es sûr de ton budget. Tu n'es pas stressé Tu peux mettre 3 mois à le vendre, c'est pas grave. Mais en fait, quand tu réfléchis aussi un peu plus en détail, si tu vends un bien avant d'acheter, ça veut dire qu'en attendant, il faut que tu trouves... Soit que tu achètes très vite et que du coup, tu n'es peut-être pas le coup de cœur, soit c'est une location. Ouais, ça, je peux pas l'envisager d'acheter sans coup de cœur. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une location, ça veut dire que tu dois faire 2 déménagements, ça veut dire avec des enfants et tout. Enfin, je me dis que ça peut être vraiment compliqué, mais ça te retire un certain stress. Donc, franchement, je sais pas. Dans les 2 cas, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et d'ailleurs, petit teasing, on a reçu en enregistrement Thomas Bassetto et lui nous a montré justement l'autre côté quand on vend avant d'acheter et quels sont selon lui aussi les avantages et les inconvénients que nous, on n'avait peut-être pas imaginés sur notre épisode de l'achat. On espère que cet épisode vous a intéressé, vous en a appris plus sur ce processus qui est quand même très particulier de vente immobilière. Et puis, on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube. Ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.